Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Diagnostic. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle thématique médicale. Longtemps considérée comme un sujet tabou, la toxicomanie représente aujourd'hui un véritable enjeu de santé publique. Derrière les substances psychoactives se cache une véritable souffrance psychologique, un risque infectieux, mais aussi des conséquences sociales, familiales et psychologiques aussi et professionnelles qui touchent des millions de personnes à travers le monde. Alors, pourquoi certaines personnes deviennent-elles dépendantes? Est-ce qu'elles peuvent guérir? Et surtout, comment les accompagner sans jugement ni stigmatisation? Nous allons parler de tout ça avec nos invités que j'ai le plaisir de recevoir. Docteur Benhalima Souhila, vous êtes chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Koléa. Bonsoir, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors aussi, j'ai le plaisir de recevoir Dr Bousmaha Saïda. Vous êtes médecin addictologue à CISA Fouka. Bonsoir et bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. J'ai aussi le plaisir de recevoir Monsieur Mjdoub Abderrahim. Vous êtes psychologue clinicien aussi à CISA Fouka. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre médecin chroniqueuse, Dr Abdelmoumen Sarah, est au rendez-vous comme chaque semaine. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Dr Wided, bonsoir à nos invités. Peut-on aider un malade toxicomane sans traitement supplémentaire, juste en stimulant et en agissant sur son système nerveux? Eh bien oui, grâce à la médecine traditionnelle chinoise, et je vous en parlerai durant ma chronique un peu plus tard. Nous allons aussi, à la fin de notre émission, répondre à quelques questions que vous nous avez laissées via les réseaux sociaux de Canal Algérie. Alors, avant de commencer à parler de ce sujet qui est un véritable problème de santé publique, je vous invite à suivre ce reportage réalisé par Feria El-Hamdi. Situé au cœur de la commune de Chiraga, le centre intermédiaire de soins en addictologie ne désemplit pas. Derrière ses portes, une équipe pluridisciplinaire qui accueille chaque jour des dizaines de patients venus rompre avec l'engrenage des dépendances. Concernant la prise en charge, c'est une prise en charge qui est multidisciplinaire. D'accord, le patient, quand il se présente au premier jour, il est accueilli au niveau de l'accueil et il est informé, il est orienté. Il y a une ouverture de dossier, il y a aussi une organisation de ces rendez-vous. On commence généralement par un bilan général, c'est très important, c'est-à-dire au premier contact déjà avec le médecin, on a déjà une idée sur sa biologie. S'il y a un problème, le patient il est orienté pour prise en charge spécialisée. En même temps, on fait en parallèle un suivi psychologique pour travailler tous ces problèmes, ces fragilités psychologiques qui peuvent être à l'origine de son addiction et qui peuvent être le résultat de son addiction. Et puis, il y a des médecins addictologues qui prennent en charge justement cette addiction dans toutes ses dimensions. Et on a également des médecins spécialistes en psychiatrie qui interviennent généralement dans des cas difficiles, dans des cas associés à des troubles psychiatriques. Le centre intermédiaire de soins en addictologie de Chiraga s'impose comme un maillon essentiel dans la prise en charge des dépendances, entre suivi médical et réhabilitation, structure d'un combat quotidien de l'ombre. Nous réalisons des analyses biologiques et toxicologiques à visée diagnostique, parfois médico-légale et du suivi thérapeutique. Alors notre travail consiste à la mise en évidence la présence des substances potentiellement toxiques, qualifiées de drogues, stupéfiants, psychotropes. Et on va fournir aux cliniciens les informations nécessaires à une prise en charge adaptée des addicts. Ce centre intermédiaire mise avant tout sur une approche ambulatoire. Ici, pas d'hospitalisation de longue durée, mais des consultations régulières, un suivi psychologique approfondi et une dispensation contrôlée des traitements de sevrage. Le patient dans sa globalité. Il ne faut pas uniquement se concentrer sur sa prise, sur sa consommation, mais évaluer les raisons de cette consommation, évaluer aussi tout ce qui est social, ce qui le pousse
à consommer et à entretenir cette consommation justement pour l'aider à s'œuvrer et l'accompagner dans ce processus qui peut être lent mais qui nécessite une grande patience et un accompagnement psychologique. Nous avons rencontré Walid qui a accepté de livrer son histoire. Ce jeune homme espère briser les tabous et envoyer un message fort aux adolescents. تاع الادمان هو ما راح يوجهوا كاع بمرأة كما نقولوا لي كيما انا بديت الادمان بديت الاج دو 14 بديت نتكيف الزطله علي ابخي 14 15 16 وليت نشرب ريفوترين ابخي ومن بعد هذيك 2016 هكذاك نشفى كنت ناكل بريغابالين بعد هذيك سبيت هاكسو ما هيروين بون كي يكون اون مونك صح نكون يكون واحد اغريسيف منا باش علاش باش يروح برك يدبر لا دوس تاعو باش يولي كونساي بنادم برك هذه تما مع الوقت عندي دوك بون 3 سنين وشويه ملي دخلت لاميطادون في شراقه الحمد لله تبدلت حياتي ما نكذبش عليك مشغول كنت من الان 360 درجه الحمد لله نجي نشرب دواء تاعي نعاود نروح نخدم وهي رايحه. Ici, on ne guérit pas seulement une dépendance, on réapprend à vivre entre ces murs. Le combat est quotidien, mais chaque petite victoire rappelle à ses patients une vérité essentielle. Il n'est jamais trop tard pour reprendre les rênes de son existence. C'était un reportage signé Fria El-Hamdi sur la toxicomanie. Donc, elle a parlé avec une psychiatre qui a qui a dit qu'il s'agit d'une souffrance psychologique. C'est un combat quotidien contre justement ce problème de santé publique qu'on voit de plus en plus et qui prend de l'ampleur de plus en plus. Et d'ailleurs, Monsieur Mdjidoub, pourquoi ce problème prend de l'ampleur et pourquoi justement la toxicomanie est devenue un véritable problème de santé publique? Très bien, donc déjà la toxicomanie est une maladie chronique. Oui. Et elle est caractérisée par la perte totale du contrôle. Et qu'est-ce qui fait que le patient arrive à la perte totale de ce contrôle? Donc pour arriver à une dépendance, l'addict ou bien le toxicomane, il passe par la première étape qui est l'essai. Oui. L'essai suite à une mauvaise fréquentation ou bien par rapport... de l'influence aussi? De l'influence, exactement. Après, passe à une consommation régulière. Oui. Consommation régulière, après on a une consommation abusive et problématique. Oui. Et on arrive à la dernière phase qui est la dépendance totale à cette substance. Oui. Donc c'est un problème majeur de santé publique. Oui. Le patient, parce que l'addict ou le toxicomane, c'est pas lui seul qui souffre dans cette dépendance ou oui. ces addictions. Il y a sa famille aussi, il y a toute une société, et la sécurité, on a aussi des problèmes de santé tels que les hépatites. Oui. On a aussi les hépatites et les aussi troubles psychiatriques les aussi. troubles psychiatriques, ça peut engendrer des troubles psychiatriques Oui. et des troubles infectieux. Tout à fait. Donc, de plus en plus, on en voit des cas et parfois, même, c'est des patients qui ont justement cette volonté, qui n'ont pas de manque de volonté, mais ils n'arrivent pas, ils sont soit mal orientés, soit ils n'arrivent pas à s'en sortir tout seuls, ils doivent être accompagnés. Donc, docteur Boussmaha, par rapport justement à cette addiction, comment elle s'installe et pourquoi certaines personnes deviennent-elles dépendantes alors que d'autres non? Ça dépend aussi c'est-à-dire, je prends le deuxième volet de votre question, d'autres non, ça dépend de la substance aussi oui. utilisée. Voilà. Oui. Mais généralement, il y a une dépendance. Ça commence progressivement, de façon festive parfois, oui. Une mauvaise influence, une mauvaise fréquentation, un essai par curiosité pour découvrir.
Et puis, ça s'installe progressivement et ça devient une dépendance. Et la dépendance, il y a une augmentation de la dose progressivement aussi. Oui. C'est ce qu'on appelle la tolérance, donc d'un comprimé ou d'un joint, ou ça dépend de la forme que les patients prennent, parce que on est là devant une maladie. Et ces gens-là rentrent dans la définition de maladie. Il y a une altération de la santé, une altération physique Oui. ou psychologique et mentale. Oui. Donc, c'est des malades. C'est des malades. Oui. Donc, voilà. Ça s'installe progressivement et puis, une fois installé, c'est très difficile de s'en débarrasser. Oui, justement. Même s'il y a une prise de conscience des conséquences négatives, il y a une envie impérieuse qu'on appelle le craving qui s'installe et puis la personne perd le contrôle sur soi et ça devient un comportement nuisible. Voilà. Tout à fait. Et ça nécessite une prise en charge en collaboration entre vous. Il y a le psychologue, l'addictologue. Comment ça se passe? Absolument, C'est toute une absolument. équipe? C'est toute une équipe. Ça commence par les infirmiers. Oui. C'est eux qui font le premier entretien. Ils prennent le maximum d'informations et ils commencent à réguler les patients. Ensuite, les patients passent chez l'addictologue et les psychologues et éventuellement, s'il y a une comorbidité psychiatrique, donc ils seront orientés vers les psychiatres. Tout à fait. Il y a aussi un risque que tout à l'heure M. Medjoub avait soulevé, c'est le risque infectieux. Et justement, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui avec nous, docteur Ben Halima, pour nous parler des risques infectieux liés à certains comportements, on va dire. C'est ça. Donc justement, quels sont les principaux risques infectieux liés à l'usage des drogues et notamment la voie injectable? Donc il faut savoir que les UDI ou bien les personnes qui utilisent les drogues injectables sont considérées comme une population vulnérable. Oui. C'est une population qui vit en marge de la société, dans des conditions de précarité. Et qui ont pratiquement aussi quelques troubles mentaux non traités. Ils sont sujets à des risques non infectieux et infectieux. Certes, le risque infectieux est plus important que le reste, du fait qu'ils ont certains comportements qui fait que ce risque il est plus important, tel que le partage des seringues, la réutilisation des seringues, le comportement récemment on est en train de le voir depuis quelque temps, le flexi, c'est-à-dire que c'est des personnes qui utilisent des seringues, ils s'éjectent, ils aspirent leur sang, ils leur donnent à une autre personne. C'est ce qu'on appelle. Donc le risque, il est plus important. Tout à fait. Et il y a aussi les conditions d'asepsie inadéquates. Fait que l'utilisation d'aiguilles elle entraîne une rupture de la barrière cutanée. Et comme on le sait, que la barrière cutanée, la peau, elle occupe la plus grande partie de l'organisme. Notre système de défense. Exactement, c'est la première barrière aux agressions extérieures. Donc quand il y a une rupture, donc il y a une introduction, déjà il y a une exposition sanguine. Qui dit exposition sanguine, il y a une transmission de certaines maladies virales, telles que le VIH, SIDA, telles que l'hépatite C, l'hépatite B. Il y a aussi le risque infectieux, donc il y a un risque d'introduction de certains micro-organismes, tels que les bactéries. Donc qu'est-ce qui va entraîner ces bactéries? On peut avoir des abcès localement, c'est des collections de pus, on peut avoir des infections étendues de la peau, ce qu'on appelle des cellulites. Voilà, et ça peut aller aussi jusqu'à de la septicémie, dissémination des infections, de l'infection partout dans le corps, par voie sanguine. Il y a aussi l'endocardite, qui est une infection majeure et très grave, parce qu'elle entraîne un délabrement, une destruction des valves cardiaques, de la paroi interne, qui nécessite une prise en charge adéquate, avec des hospitalisations et rapide, donc parfois même qui peut entraîner aussi, elle peut aller jusqu'à une chirurgie lourde. Exactement, tout à fait. Donc
Donc il y a toujours ce risque par rapport à l'utilisation surtout de cette voie injectable lors de la consommation ou l'usage des drogues. On va aller maintenant voir un petit peu du côté de ce qui se passe au niveau du corps. Et justement, Dr Abdelmoumen, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau lorsqu'une personne devient toxicomane? Alors, lorsqu'une personne devient toxicomane, ce qui est touché en premier, c'est le circuit de la récompense au niveau du cerveau, qui est impliqué dans le plaisir, la motivation, mais aussi l'apprentissage. Il faut savoir que la majorité des drogues, elles sont impliquées dans la libération massive de dopamine, un neurotransmetteur qui est responsable du plaisir et de la récompense. Et là, après ça, le cerveau, il va avoir le message comme si que cette substance est très importante, voire vitale. Mais le problème, c'est qu'après plusieurs consommations répétitives, le cerveau va s'adapter et il va de moins en moins être réceptif à cette dopamine. C'est ce qu'on appelle la tolérance. Et de là, la personne, le résultat, c'est quoi? C'est pour avoir le même effet, il faudra augmenter les doses. Et là, c'est le cercle vicieux qui commence. Et grâce à ça, le problème, c'est quoi? C'est que la personne va encore prendre, et c'est là qu'on comprend qu'un toxicomane ne prend pas toujours ces drogues pour planer. Des fois, c'est pas pour s'effondrer, pour cacher quelque chose, et pour lui, c'est en prenant la substance qui va être normale. C'est un normal. Et donc, c'est de là qu'on comprend que la toxicomanie, ce n'est pas juste un manque de volonté, comme l'avait dit notre confrère, c'est une maladie chronique du cerveau qui va être affectée par des facteurs sociaux, psychologiques et biologiques. Donc sa prise en charge doit être globale et surtout bienveillante. Tout à fait. Donc c'est une prise en charge globale, holistique, oui, en collaboration entre plusieurs spécialistes, l'addictologue, le psychologue. Et le rôle du psychologue, justement, Monsieur Mjdoub, lors de vos consultations, comment vous faites pour vos patients? Donc comment ça se passe? Quel est on va dire, le rôle du psychologue dans cette maladie chronique? Très bien, donc notre rôle au sein du CISA, qui est un centre intermédiaire de soins en addictologie. Donc déjà, on fait un travail d'équipe, oui, et on prend le patient en toute sa globalité, lui et les parents. Généralement, on commence avec les parents. Déjà, ils viennent d'une façon... Déjà, on essaye de les accompagner, oui, les accompagner psychologiquement. Ça, c'est pour les enfants et les adolescents? Et compris même pour les adultes. Parce qu'il y a des adultes à 25 ans, des parents qui sont un peu... présents. Oui, et inquiets surtout, oui, surtout les mamans. Donc on essaie d'expliquer à leurs mamans, à les mamans, que c'est pas en criant ou c'est pas la violence qui va aider l'addict ou bien... Oui. Donc déjà, il faut accepter déjà sa maladie pour, oui, qu'on puisse l'aider. Tout à fait. Au sein du centre, on a des thérapies individuelles, on a des thérapies de groupe. Oui. On fait déjà des thérapies de groupe avec le Dr Bousmaha. Oui. Donc le choix ou le tri des addicts, c'est minutieux. Par exemple, si on prend les alcooliques, déjà la tranche d'âge, le sexe, bon, généralement on a tous du sexe masculin. Oui. Si on ne peut pas prendre, par exemple, les usagers de la prégabaline avec les alcooliques. Oui. Donc on essaye de mettre les alcooliques tout seuls. Par exemple, les injecteurs, les usagers de drogue injectables, tout seuls. Oui. Donc c'est ce qu'on appelle la magie du groupe. Quand ils sont en groupe, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait le coaching. Donc elles essayent de... Chacun partage son vécu. Partage son vécu, son expérience. Oui. Et même les gens qui sont un peu timides, ils arrivent à s'exprimer
d'une façon parfaite. Tout à fait. Et il y a aussi, des fois, c'est la solution, l'addict il trouve la solution chez un autre addict. Oui, tout à fait. Donc, ça motive, ça, on va dire que la personne, elle va pas se sentir seule, elle va se sentir, on va dire, il y a un soutien psychologique par vous déjà, les spécialistes, et aussi par toutes les personnes qui souffrent de la même, du même problème ou de la même maladie chronique. Justement, docteur Bousmaha, par rapport justement aux troubles psychiatriques, elles étaient tout à l'heure soulevées par monsieur Mjdoub. Quels sont les troubles psychiatriques les plus fréquents qui sont associés aux addictions? Donc, il y a, si je peux me permettre cette classification, il y a les troubles psychiatriques post-toxiques. Ils consomment énormément, donc ils glissent vers, surtout si c'est des jeunes, parce que le cerveau termine sa maturité qu'à l'âge de 25 ans. S'il commence très tôt, la précocité de l'addiction fait que le glissement se fait de façon sine qua non. Donc il faut s'attendre à une comorbidité psychiatrique. Et ça, c'est les produits qui ont donné ce genre de, c'est-à-dire cet aboutissement psychiatrique. Et la première classe, c'est quand il y a des troubles de personnalité déjà chez les patients. Des personnes prédisposées. Et il y a des troubles de personnalité et ils consomment en même temps. Donc il y a la dualité de deux pathologies qui s'installent. Et là, la psychiatrie a un rôle énorme à effectuer, c'est d'accompagner le malade, de le traiter de façon symptomatique, puis de nous le remettre pour l'accompagnement en addictologie. Voilà. Justement. Et par rapport aux substances, quelles sont les substances qui, on va dire, qui vous inquiètent le plus? Quelles sont les plus dangereuses et qui vous inquiètent le plus? Je vais vous dire, docteur, les substances, à mon avis, elles sont toutes pareilles. Parce qu'on commence par les plus simples, par le tabac, et c'est la porte d'entrée qui va mener vers carrément l'utilisation de produits de drogue dure. Tout à fait, oui. Voilà. Donc, quel que soit le comportement qui s'installe avec le système de récompense, que ce soit avec des produits ou sans produits, il y a une connexion au niveau du cerveau, un cheminement qui se sillonne et qui fait que la personne va devenir addict. Oui, voilà. Tout à fait. Donc, mais les substances, ils commencent par le tabac. Tout de suite après, quand c'est des jeunes, ils passent tout de suite vers le cannabis. Et du cannabis, on n'a pas ce qu'on appelle... la prégabaline, malheureusement, ce qui est sur le marché, ce n'est pas de la prégabaline. Ça s'appelle Serour, c'est un mélange de prégabaline avec d'autres substances addictogènes. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a comme dans le mélange. D'accord, donc voilà. Ça reste énigmatique pour le moment. Il n'y a pas... Ils ne savent pas parce que ça change. Il y a une petite portion de prégabaline, mais il y a d'autres produits voilà, qui sont très addictogènes. On ne sait pas exactement. Et ce qui fait que les gens parfois viennent avec une consommation de cocaïne, ils vous disent j'ai pas de problème pour arrêter la cocaïne, mais j'ai énormément de problèmes pour arrêter Serour. Oui. Donc, alors vous voyez que c'est très relatif, il n'y a pas, c'est-à-dire un effet crescendo, il n'y a pas une substance qui est moins dangereuse que l'autre, que ce soit des substances ou des non-substances, produits ou avec une addiction où il n'y a pas de produit, à l'écran, au jeu, je m'excuse, au sexe, tout ça creuse au niveau du cerveau un sillonnage, un comportement qui fait que la personne devient esclave de cet aboutissement qu'on appelle de récompense qui n'a rien de gratifiant. Donc c'est l'addiction, c'est l'addiction, exactement. Tout à fait, c'est la définition de l'addiction. Alors justement, toute cette explication par rapport à toutes les substances, elles sont toutes dangereuses et justement elles exposent toutes au risque des problèmes, notamment cette souffrance psychologique, les troubles psychiatriques et le risque infectieux qui est toujours là
docteur justement Ben Halima, pardon, par rapport au VIH et les hépatites virales. Donc vous recevez beaucoup de patients qui sont justement toxicomanes et qui ont ce problème infectieux? Oui, énormément. Bon, certes, l'hépatite C est au sommet. C'est l'infection parce que c'est une infection qui est très contagieuse. C'est-à-dire la plupart des UDI sont contaminés par l'hépatite C. Vient après l'hépatite B et l'hépatite C, il y a aussi le problème de co-infection malheureusement. C'est-à-dire ils peuvent attraper le VIH avec l'hépatite C, le VIH avec l'hépatite B, ou bien carrément la triple infection, les trois en même temps, malheureusement. Justement, donc toutes ces infections, elles sont le patient, enfin la personne qui est, c'est un patient carrément puisqu'il s'agit d'une maladie chronique. Exactement. Donc le patient, il est exposé au risque infectieux lors de l'utilisation des seringues, contact avec le sang. Donc toujours il y a ce risque d'infection virale. Ce risque. En l'occurrence, il y a aussi le risque de d'autres infections, tout à fait. L'endocardite et les abcès. Tout à fait, que vous avez déjà cité tout à l'heure. Alors, je reviens vers vous, donc Madame, docteur Bousmaha, vous avez parlé tout à l'heure, on avait parlé tout à l'heure ensemble de l'addiction médicamenteuse, donc qui est parfois involontaire suite à une maladie et la personne ou le patient, il va prendre un médicament pour soulager une douleur et avec le temps, il peut devenir addict à cette molécule. Donc, vous avez des patients comme ça? Oui, généralement des patients qui se traitaient pour une douleur et puis ils ont abusé du tramadol et voilà qu'ils se retrouvent addicts à cette substance, à ce médicament. Oui. Là, elle est involontaire. Parfois, c'est des patients qui consomment et qui connaissent les produits et qui en abusent. En cas de dépression, par exemple, ou bien qui prennent carrément les médicaments antidouleurs des personnes âgées, les grands-parents, les parents. Donc, il y a une médication, bien dirigée par ce genre de personnes et qui installent progressivement, en plus de leur consommation, la consommation d'autres produits, que ce soit des produits, des psychotropes. Ils prennent beaucoup de psychotropes, ils les phagocytent, ils les prennent de ceux qui se traitent pour une dépression ou autre, ou bien des antidouleurs. Alors, on va parler des antidouleurs avec vous, docteur Abdelmoumen, mais par rapport aux psychotropes, j'imagine que beaucoup de personnes qui ont des troubles psychiatriques, ils vont aller chez le psychiatre et lui, il va prescrire un traitement parce que le malade, il nécessite. Il y a ceux qui ne veulent pas prendre parce que, justement, ils ont peur de cette dépendance. Qu'est-ce qu'on peut leur dire déjà ? C'est que le médecin, s'il a prescrit ce traitement, il va faire un suivi pour son patient, n'est-ce pas, docteur? Exactement. Tout dépend du lien thérapeutique qu'il y a entre le médecin, le thérapeute et son patient. Si le médecin arrive à convaincre et à rassurer et à expliquer à son patient que ce n'est que pendant une certaine période et qu'il va y avoir beaucoup de consultations rapprochées ou bien éloignées selon l'état de la personne, on va diminuer les doses et voilà ce qui va se passer. Donc en principe, les patients adhèrent à certains schémas. Tout à fait. Et dans le respect. Ils ne vont pas laisser leurs produits traîner à droite et à gauche. Exactement. Maintenant, si le prescripteur, je dis bien le prescripteur, il donne les médicaments et une quantité suffisante pour 3 mois, sans trop expliquer, sans trop alarmer, sans trop s'approcher, parce qu'on n'est jamais assez proche de ses patients pour comprendre. Chaque cas est un cas particulier, sans prendre le temps de faire ce lien thérapeutique. Donc c'est raté. Oui, tout à fait. C'est raté d'emblée et c'est pour ça que certains produits se retrouvent ailleurs. Oui, exactement. Donc, c'est très important, c'est un message pour les confrères et consoeurs de toujours prendre le temps d'expliquer à vos patients déjà le traitement, comment le prendre, les effets secondaires et puis le rassurer par rapport à cette dépendance, par exemple par rapport aux psychotropes ou n'importe quel médicament, qu'avec le temps, il va y avoir un accompagnement pour justement arrêter ce traitement si on peut l'arrêter, bien sûr. Alors, docteur Abdelmoumen, vous êtes dans un service d'antidouleur, vous prescrivez tout le temps des traitements
traitements pour la douleur, notamment les patients qui souffrent de cancer. Donc comment ça se passe, comment vous gérez cette consultation et ces traitements surtout? Oui, je suis d'accord avec ma consoeur. Effectivement, certains traitements antalgiques, surtout les opioïdes, ils peuvent donner des dépendances. Quand ils sont mal indiqués, mal surveillés ou pris au long cours sans réévaluation. Donc le vrai problème, ce n'est pas le traitement, c'est la prescription. Le vrai problème, c'est pas le traitement antalgique parce que la douleur doit être soulagée. Que ça soit pathologie bénigne ou maligne, on n'est pas là pour souffrir. Mais la solution, ce n'est pas de diaboliser les antalgiques, mais plutôt encadrer les prescriptions. Et c'est pour cela qu'il y a plusieurs structures antidouleurs qui ont été faites. Le patient va prendre son ordonnance chez un seul médecin qui va vraiment suivre régulièrement, évaluer et réévaluer sa douleur et être à l'écoute, qu'il y ait cette approche de confiance patient et malade, parce que le patient est médecin, pardon, pour que les médicaments ne vont pas tourner à gauche et à droite surtout. Et puis par rapport au traitement des douleurs, généralement on va par palier, donc on commence déjà par le paracétamol et puis on augmente progressivement. Et ça c'est un message pour les patients qui souffrent de douleurs. Parfois ils nous demandent de prescrire des traitements très forts, alors que justement dans la douleur c'est bien codifié, on va aller par palier progressivement. Et même quand on monte dans les paliers, on peut aller au 3e palier, la morphine, c'est au médecin prescripteur, le jour où vous aurez plus mal, c'est lui qui va dégraisser et vous enlever cette substance. Comme il l'a introduite, il pourra l'enlever, il n'y a pas le risque d'addiction quand il y a une bonne surveillance et une bonne prise en charge et quand c'est adéquat par rapport à la pathologie. Tout à fait. Donc justement, on revient par rapport aux drogues qui sont consommées par les enfants et les adolescents. Et justement, Monsieur Mjdoub, comment aborder déjà le sujet des drogues avec un adolescent sans dramatiser et sans banaliser? Très bien. Ces derniers temps, on reçoit beaucoup d'adolescents, malheureusement, dans tous les centres pratiquement en Algérie. C'est un phénomène qui augmente de plus en plus. Donc, moi, personnellement, je prends déjà en charge les parents parce qu'ils viennent dans un état vraiment critique. Parce que la maman, il a trouvé de la prégabaline ou un joint du cannabis dans la poche de son ado. Donc elle est alarmée. C'est la guerre à la maison. Donc déjà, on commence avec les parents, on essaye de les écouter, et puis de les faire comprendre que c'est une étape très importante pour le développement de la personnalité, etc. Et puis, quand on reçoit l'adolescent, on n'est pas là pour le critiquer ou le stigmatiser ou le juger, pas ça. On le met dans un climat de confiance, on l'écoute, on essaye de lui donner avec le temps des conseils d'une façon progressive à ce qu'il commence à comprendre la situation d'une façon correcte. Tout à fait. Et puis peut-être gérer le problème qui l'a incité à aller vers cette addiction. Exactement. Cette consommation. C'est tout un problème familial déjà. Quand un adolescent, ils viennent, les gens trouvent déjà des conflits familiaux, des divorces. C'est la chose que je parle souvent avec les parents. Quand il y a un problème adultère, il se règle entre les parents, pas à la présence de nos enfants, que ce soit enfants, adolescents ou bien adultes. Oui, tout à fait. Donc il faut avoir une certaine conscience. Exactement. Et puis par rapport justement aux adolescents et aux enfants, la tranche d'âge exactement, est-ce que c'est des filles, des garçons que vous recevez le plus souvent? Les deux sexes, mais les plus élevés, c'est le sexe masculin. C'est le sexe masculin. Malheureusement, on reçoit des adolescents de 11 ans, 12 ans. Ça commence à... Et même, il y a des enfants. On avait parlé tout à l'heure avec vous, Dr Bousmaha, par rapport aux enfants. Justement, il y a cette addiction. Oui. Parce que quand on fait l'entretien motivationnel chez un enfant moi, j'en ai reçu à 13 ans. Donc, quand on remonte à l'histoire de la consommation, ça a débuté au primaire. Oui.
Donc, on n'en a jamais reçu des enfants qui sont au primaire directement chez nous, mais c'est généralement, ils sont au CEM, et là, l'addiction, elle s'est installée, et ils viennent, et ils se sont fait piéger, les parents les ont carrément, ils ont découvert le problème, donc ils les ramènent, ils sont accompagnés avec leurs parents, par leurs parents, et là, en remontant à l'histoire de leur consommation, on se rend compte comme quoi ils ont commencé très tôt, à l'âge de 9 ans parfois, 10 ans, voilà. Oui. Donc même vraiment, il y a des enfants, quand ils consomment d'une manière accidentelle, quand les parents, ils sont déjà toxicomanes. Probablement, mais on n'a pas reçu des cas comme ça. Oui. Et la maman, quand elle est toxicomane lors de la grossesse aussi, il y a un risque pour le... Oui, bien sûr que c'est un grand risque pour le bébé. Pour le bébé, oui, tout à pour fait. La conception du Justement. bébé. Alors, on va revenir aux risques infectieux avec vous, donc, docteur Ben Halima. Les infections liées à la toxicomanie, est-ce qu'elles peuvent être traitées efficacement lorsqu'elles sont diagnostiquées précocement? Oui, bien sûr. On a, alhamdoulilah, on a le traitement. L'hépatite B, elle est évitable par une vaccination qui est déjà, elle est rentrée dans le calendrier vaccinal depuis 2003, donc c'est gérable. C'est-à-dire à chaque fois maintenant, avec l'élaboration de la définition d'un circuit de prise en charge, le circuit de prise en charge par un UDI, toujours, que ce soit au niveau d'un centre de dépistage ou bien la CISA ou bien le centre de prise en charge, c'est-à-dire on capte toujours avec les personnes et on leur demande toujours de se faire vacciner quand ils viennent pour une hépatite C, pour un VIH ou là, on leur demande de se faire vacciner contre l'hépatite B. Pour les jeunes, c'est-à-dire de 2003 jusqu'à maintenant, c'est-à-dire alhamdoulilah, on a la vaccination qui est dans le calendrier vaccinal. Très bien. Pour le traitement du VIH et le traitement de l'hépatite C, donc on a un traitement à l'hépatite C, on a des antiviraux directs qui, en moins de 3 mois, la personne, elle est guérie totalement. Tout à fait. Donc, c'est un message d'espoir pour les personnes qui souffrent de ça. Bien sûr. Notamment que l'hépatite C, c'est la contamination la plus fréquente, c'est l'infection la plus fréquente chez les UDI. Tout à fait. Donc, c'est parce que par contact avec le sang direct. Alors, docteur Bousnaha, par rapport à la guérison, est-ce que la personne peut guérir d'une addiction ou pas, déjà? Moi, je suis partante pour ceux qui vont vous dire oui. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il faut arriver au point de départ. Qu'est-ce qui a créé cette addiction? Et généralement, avec les patients que j'ai eus, j'ai toujours trouvé des biais connectifs. C'est-à-dire que l'enfant, l'adolescent, le jeune homme ou la jeune fille, ou même l'adulte, tout a commencé parce qu'il n'a pas bien saisi, il n'a pas bien compris. Oui. Il a grossi une petite injustice. Oui. Et puis c'est parti. Oui. Donc si on arrive au point de départ, on peut accompagner ces patients. Comment? Par les entretiens motivationnels. Oui. C'est quoi? C'est une technique de communication qui est basée, qui est centrée sur la personne et son entourage, et qui a pour direction arriver à l'objectif positif, c'est-à-dire créer un changement. C'est quoi le changement? C'est le fait de convaincre. Enfin, on n'arrive pas, c'est pas le mot exact, mais c'est le changement, c'est le degré d'adaptation, tout en acceptant de perdre quelque chose, avec une perte, pour qu'il y ait carrément. J'accepte de m'arrêter et je m'adapte à cette stratégie. Oui. Donc, si le changement se fait, il y a des facteurs intrinsèques et des facteurs extrinsèques. C'est-à-dire l'entourage, la société, le thérapeute, l'école, tout ça doit participer, doit faciliter, doit corriger ces gens, c'est-à-dire l'entourage, le milieu extérieur, extrinsèque, doit corriger son regard envers
cette tranche de population. Tout à fait. Maintenant, le truc intrinsèque, ça vient de la personne. C'est la capacité de changement. Oui. C'est la capacité de changement personnel. Comment il faut la préserver? Donc, on la préserve en essayant de limiter, d'être du côté, le thérapeute doit être du côté de la résistance Oui. et de limiter la réactance. C'est exactement une réaction physico-chimique. Oui. C'est-à-dire la résistance, il y a de l'énergie qui est transformée autrement. Oui. La réactance, l'énergie, elle est cachée. La personne devient rebelle. D'accord. Donc, il faut savoir détecter ça pendant les entretiens motivationnels qui ne sont qu'une technique de communication. Et il faut aussi détecter les failles pour pouvoir travailler sur les failles. Et chaque cas est un cas particulier. Tout à fait. Il n'y a pas c'est-à-dire une recette qui peut être suivie comme ça. Oui. Je fais ceci, cela. Non. Chez tous les patients. Non. Il y a une approche personnalisée. Voilà, c'est personnalisé et puis ça dépend de la spécificité de la personne et de l'affinité qui se crée dans le lien thérapeutique. Tout à fait. Et puis que pensez-vous des traitements de substitution comme la méthadone ou la buprénorphine? Voilà. Bon, chez nous, c'est beaucoup plus la méthadone. Oui. Il n'y a que la méthadone. Oui. Voilà, le Subutex n'est pas... Donc, pour la méthadone, oui, elle a son indication. Oui. Et son indication et le traitement de substitution par la méthadone est prometteur. Oui. Donc, il faudrait juste bien encadrer les patients, les accompagner, ne pas donner la méthadone et de les laisser partir parce que ça devient une addiction aussi. Oui. Il faudrait bien cadrer le problème de chaque patient et justement les encourager, les accompagner au changement, à l'insertion socio-professionnelle, à faire des progrès. Et ça donne de bons résultats. Je peux vous le garantir si c'est fait de cette manière. Oui. Maintenant, si les patients viennent, ils prennent leur méthadone et ils sortent, et ça devient une autre forme d'addiction parce que le schéma sillonné au niveau du cerveau, système de récompense, reste le même. Oui. Tant que ce schéma n'a pas été aboli, brisé, donc comme si on n'a rien fait. Oui. Il peut s'arrêter, il peut ne pas prendre de la cocaïne, mais il va continuer à prendre de la méthadone et prendre des joints de cannabis, prendre du serre de temps en temps, invité dans une fête, il peut prendre de l'alcool ou autre, l'écran aussi. Exactement. Et les autres addictions qui sont sous produits. Tout à fait. Parce que c'est une polyconsommation. Oui, alors justement c'est pour ça qu'aujourd'hui on sensibilise par rapport déjà au suivi, au respect des consultations, à ne pas rater déjà tout ce que vous préconisez comme solution. Il n'y a pas que la méthadone, il y a d'autres solutions comme vous les avez déjà citées et puis les thérapies de groupe aussi, donc tout ça va aider, c'est tout un schéma ou tout un protocole qui est mis en place. C'est un arsenal thérapeutique tout qui à est mis fait. en... Exactement, et personnalisé pour chaque personne, donc c'est très important de suivre les consignes du médecin addictologue ou du médecin qui est en train de vous suivre pour justement sortir de ce cercle vicieux. Alors on arrive maintenant à la chronique de Dr Abdelmoumen Sarah, c'est à vous. Merci. Pour rester sur le même terme, voilà, donc pour la prise en charge, elle doit être multimodale. Oui. Et c'est pour cette raison que derrière la toxicomanie, en réalité, il n'y a pas que de la dépendance. Juste après, il y a de l'anxiété, un vide et surtout des fois une douleur émotionnelle profonde. Et c'est là que des approches complémentaires pour avoir une prise en charge multimodale ont trouvé leur place pour éclaircir et aider le patient. Je citerai la médecine traditionnelle chinoise, l'acupuncture. Il faut savoir que cette médecine va aider parce qu'elle ne traite pas que le symptôme, elle va chercher la cause qui crée le déséquilibre en cherchant pourquoi le corps et l'esprit
sont devenus mal équilibrés. Il y a toujours une cause derrière. Et pour rester sur cette vision, la toxicomanie est considérée en médecine traditionnelle chinoise comme un déséquilibre interne qui fait suite à un stress chronique et une émotion trop longtemps refoulée. Et grâce à des points d'acupuncture précis au niveau du corps et aussi au niveau de l'oreille qu'on nomme de l'auriculothérapie, c'est des aiguilles où en utilisant des lasers et tout ça, ça va faire diminuer et concrètement, ça va aider à calmer l'esprit du patient, à diminuer l'agitation, l'irritabilité, améliorer le sommeil et diminuer les pulsations, les envies de prise de cette substance, quelle que soit l'addiction. Plus concrètement et scientifiquement, ils vont agir sur le circuit de la dépendance en stimulant la modulation de la libération des neurotransmetteurs dopamine, sérotonine et endorphine endogènes. Et en agissant de cette manière, le patient pourra passer le sevrage plus sereinement. Ça aide. Mais soyons réalistes. Et aussi, ce n'est pas le modèle miracle. L'acupuncture ne va ni remplacer la prise en charge médicamenteuse et médicale, ni le soutien psychologique, ni l'accompagnement addictologique. Ça sera complémentaire, en complément et pour apaiser. Et c'est ce que cherche le patient durant cette période. Parce qu'on ne traite pas juste, on n'enlève pas juste la substance, on va aider un être humain à se reconstruire. Et là, la prise en charge doit être vraiment globale et chercher la cause qui l'a emmené à ça, parce que c'est pas tout le monde qui est addict. Il y a des terrains de fragilité, il faut chercher la cause. Tout à fait. Donc, comme l'avait dit tout à l'heure Dr Bousmaha, on va revenir en arrière, chercher, on va revenir vers le départ qui a incité la personne à justement devenir addict à n'importe quelle substance ou n'importe quelle pratique. Alors justement, on va commencer avec les questions des téléspectateurs, mais avant cela, je voudrais juste qu'on sensibilise par rapport aux signes d'alerte, comment une personne, enfin comment l'entourage peut, on va dire, être alerté que cette personne est toxicomane et quels sont les signes d'une overdose. Donc, les deux questions qui reviennent à chaque fois. Donc, les signes d'alerte, c'est quand la personne s'isole, elle s'enferme, elle devient très irritable. Ça veut dire que la personne, oui, elle s'isole et elle consomme, oui, seule. Et c'est ça le signe indicateur que la personne est rentrée dans une addiction grave, à un stade avancé. Voilà. Oui. Ça, c'est les premiers signes. La personne, elle devient très irritable. Pour un oui, pour un non, c'est des crises de colère, une violence parfois. Oui. Voilà. Alors, les signes d'overdose, généralement, une hypersudation, activité cardiaque accélérée, oui, des vomissements, agitation, un état d'agitation. Ça dépend de la substance qui a été consommée. On peut avoir une dilatation des pupilles ou bien un rétrécissement, un myosis, ou oui, bien, voilà, perte de réalité, oui, voilà. Généralement, c'est ça. Voilà. Oui, tout à fait. C'est les grands signes d'une overdose. Oui, donc il faut être très très attentif par rapport à ça, surtout pour l'entourage. S'il s'agit d'une overdose, il s'agit d'une urgence. Donc la personne doit être, oui, emmenée aux urgences rapidement pour justement appeler le service de toxico et savoir quelle est la solution par rapport à cette overdose. Oui, Dr Abdelmoumen. Juste pour revenir sur les overdoses, aux urgences, on en reçoit énormément. Oui. Et il y a des substances où on a l'antidote. Oui. Donc si vous voyez une personne qui a ces signes, n'hésitez pas à consulter le plus rapidement possible parce qu'il y a généralement on appelle la toxico pour donner le dosage, qu'est-ce qu'il a pris, mais il faut le faire, il ne faut pas aller sur c'est tabou chez nous. Généralement, on se dit non, mais il faut consulter parce qu'il y a des traitements pour minimiser les dégâts dans ces cas. Ça sauve des vies, carrément. Ça sauve des vies. Il faut ne pas oublier qu'il y a des traitements pour soulager. Tout à fait. Donc, oui, docteur je voulais revenir sur la prise en charge globale, comme vous l'avez si bien dit au début, holistique, de ne pas oublier le volet nutritionnel. Oui. Oui. Ouais. Donc il est très important. Il est très très important. Et puis le changement de comportement.
donner d'autres habitudes, instaurer d'autres habitudes comme l'activité sportive, Très bien. voilà, un travail, pourquoi pas. Oui. Ça aide justement à sortir Exactement. de cet isolement et de cette dépendance. Et de rêver aussi, permettre à la personne d'être dans son rêve pour pouvoir faire les premiers pas et réaliser, se projeter, voilà. Tout voilà. à fait. Voilà. Alors justement, on arrive à la partie des questions des téléspectateurs, les questions que vous nous avez laissées via les réseaux sociaux de Canal Algérie. Et pour vous, Monsieur Mjdoub, puisqu'on avait parlé de l'entourage, comment aider un proche dépendant qui refuse toute prise en charge ou nie son problème? Donc, comment aider un proche donc, déjà, il faut lui expliquer, il faut essayer de comprendre sa situation. Généralement, un addict il est dans le déni ou dans la manipulation. Oui. Donc, déjà, un toxicomane ou bien un addict, il y a des spécialistes de la santé mentale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas poser des questions à n'importe qui dehors. Donc, un proche, il faut lui expliquer pas seulement la dangerosité d'être addict, mais que ça peut engendrer des traits néfastes, soit sur le côté psychologique et sur le côté mental aussi. Oui, tout à fait. Donc le risque des infections, comme on a parlé, comme il a bien le docteur, oui. On a aussi les comorbidités psychiatriques. Donc chaque jour, pratiquement, on reçoit des psychoses post-toxiques liées à la consommation de drogue. Oui. Donc il faut faire très attention. Oui. Comme il l'a bien précisé, ce n'est plus un sujet tabou. Oui. Il faut consulter. C'est comme on va polyclinique pour consulter sur les angines, on va à un CISA, un centre qui soigne les toxicomanes Oui. d'une façon très normale. Tout à fait. Et ces patients seront bien accompagnés et bien suivis, justement. Ils sont là, toute une équipe, elle est là pour vous aider, pour vous faire sortir de ce problème. Il y a une autre question pour vous, docteur Ben Halima, par rapport justement aux infections. Est-ce qu'on peut contracter une infection en partageant du matériel pour inhaler ou sniffer des drogues, même sans utiliser de seringue? Oui, Oui. énormément. C'est un moyen aussi plus rapide que Oui. qu'on s'injecte la seringue, parce que quand on inhale une drogue, Oui. déjà que le matériel pour l'utiliser, c'est-à-dire le filtre, le billet utilisé, Oui. quand on inhale, il y a une vasodilatation, donc il y a une exposition sanguine qui se fait au niveau du nez. Donc Oui. on l'inhale déjà, en utilisant le billet, on manipule, il y a du sang, donc qui dit sang, il dit transmission. Très bien. Transmission, contamination. Donc toujours le risque, virale. il existe. Le risque il infectieux est existe, toujours là. Il est plus rapide que... Tout à fait. Donc il faut faire très attention. Alors pour vous, docteur Bousmaha, quels sont les premiers pas à entreprendre lorsqu'une personne décide d'arrêter? Premièrement, c'est de se diriger vers les professionnels de la santé qui s'occupent de ce problème. Oui. Voilà, CISA généralement, ou voir son médecin traitant, et c'est au médecin de faire des orientations. Oui. Et puis, carrément sortir de l'anonymat. Oui. C'est-à-dire au niveau familial, carrément faire en parler pour pouvoir être mieux compris et mieux accompagné. Oui. Parce que l'individu seul n'arrive pas. Il faudrait que ce soit la famille tout entière. Hein. On prend en charge la famille tout entière parce qu'à l'origine, on trouve toujours un problème au niveau de la famille, un problème dans l'enfance, un problème de divorce, Oui. un problème de décrochage scolaire, un problème de pauvreté, Oui. un problème de dénigrement dans l'entourage. Donc, il faut que la famille accompagne. On a souvent des épouses qui accompagnent leur époux. Oui. Donc, courage et... Bien sûr, oui. Franchement... Et ça aide. et ça sauve Oui. le couple et le foyer. Exactement. Donc, voilà. Donc ça commence déjà par l'accompagnement. Par reconnaître Oui. sans avoir honte. Oui, ni jugement, ni... Oui.
On s'en fout. Il faut reconnaître il faut que cette personne reconnaisse, elle reconnaît elle a besoin d'aide. Oui. Le fait d'exprimer le besoin d'aide, c'est déjà le pas de premier géant. pas. Tout à fait. Après, le reste va venir facile. Tout à fait. Alors, merci, Dr Bousmaha, pour Merci votre à vous. participation. Je voulais rajouter que Oui, docteur. l'accompagnement familial, il est important, non seulement en matière d'addictologie, aussi pour la prise en charge des Oui. infections, Oui. notamment les hépatites, le VIH, quand Au c'est sein un du traitement. couple et- Oui, oui. c'est important. Nous aussi, en tant que clinicienne, c'est-à-dire on leur demande toujours que les parents ou bien le mari ou l'épouse soient présents pour accompagner le malade tout au long de son Tout à fait. Alors, merci à vous aussi, Dr Ben Halima, pour votre participation avec nous aujourd'hui. Monsieur Mjdoub, vous avez un dernier message? Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, donc je pense que l'addiction, c'est pas une rencontre entre une addiction et une substance. Oui. C'est généralement une rencontre entre une addiction, une substance et une souffrance. Oui. Donc, je pense que avant de traiter l'addiction, il faut traiter d'abord la souffrance. Tout à fait. Alors, merci, Monsieur Merci Mjdoub, à vous. pour votre participation avec nous Merci. aujourd'hui. Dr Abdelmoumen Sarah, merci. Merci, avec plaisir. Donc, c'est pas un parcours facile, mais n'hésitez pas à reprendre votre vie en main. Voilà. Tout à fait. Donc, merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis ce soir. Donc, vous l'avez compris, la toxicomanie n'est pas un manque de volonté. Donc, il s'agit vraiment d'une maladie complexe qui touche le corps et justement le mental. Et on est là aujourd'hui pour vous expliquer et pour vous dire qu'il s'agit d'une prise en charge justement holistique et qui va vous accompagner pour vous aider à sortir de ce cercle vicieux de la dépendance. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de votre santé. À bientôt.